Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, Facebook Live sur, eh bien, après une séparation, euh, comment vivre ou revivre après une séparation. Donc c'est un sujet qui peut être intéressant parce qu'en fait que l'on soit à l'origine d'une séparation ou qu'on subisse une séparation, en fait dans les deux cas, évidemment, on va dire qu'il y a une personne qui est plus victime que l'autre. Mais dans tous les cas, je dirais que les deux protagonistes auront un travail à faire sur elle en fait pour justement peut-être avancer plus dans la vie, faire un bilan sur l'expérience qui vient de se finir, puisque c'était quelque part une expérience, que l'expérience a duré 1 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Salut Lara. Et bien en fait, l'intérêt c'est de pouvoir peut-être se poser, de prendre du recul par rapport à la situation et puis de s'offrir à soi-même. En fait, c'est quelque part c'est un cadeau que de s'offrir une analyse suite à une séparation. Donc évidemment, peut-être qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés parce que par rapport à des séparations, non pas que professionnelles, séparation de lieux, ça peut être de maison, mais aussi par rapport à des séparations de relations sentimentales. Donc j'aborderai tous les sujets. Après, comme d'habitude, évidemment, je vous invite à poser vos questions puisque c'est aussi vous qui alimentez en fait quand je fais un Facebook Live jusqu'à 21 h. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, bonsoir Sylvie, bonsoir Maryse, et bien en fait vous pouvez retrouver sur Facebook tous mes lives précédents, donc il y en a une vingtaine. Donc je sais qu'il y en a qui plaisent plus que d'autres, ceux qui plaisent plus ce sont ceux qui sont en rapport avec les allergies, avec les infections urinaires. Il y en a une aussi avec l'endométriose, il y en a aussi par rapport à des troubles du comportement chez l'enfant, les mémoires de lieu. Bref, en fait, je vous propose vraiment tout un panel de sujets qui sont soit sur du décodage biologique des maladies, l'origine émotionnelle des maladies, soit sur tout ce qui est a plus attrait en fait à du développement personnel, et puis aussi un peu de connaissances sur soi. C'est le but, c'est de plus je me connais, plus du coup je vais connaître les autres et puis aussi m'accepter moi-même. Et si je m'accepte moi-même, j'accepte plus facilement les autres. Je suis beaucoup moins dans le jugement. Donc ce soir, le Facebook Live, ça va être sur la gestion, sur qu'est-ce que je peux faire après une séparation. Donc en fait, il y a deux thématiques, c'est-à-dire que deux personnes, je vais partir du principe, dans une première partie, en fait, c'est de parler des personnes qui sont à l'initiative, à l'origine d'une séparation. Que ce soit une séparation, quitter son job, quitter un patron, quitter une maison, ça peut être évidemment une rupture tant professionnelle qu'amicale que sentimentale. Là, en fait, c'est à ce moment-là où on tient le bon rôle, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait le choix, c'est nous les personnes qui décidons de partir, qui en fait, ne subissons pas normalement la séparation. Encore que. Et en fait, là, à ce moment-là, c'est plutôt que de quitter l'expérience qu'on était en train de vivre comme ça, et puis de rebondir immédiatement sur une autre, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, en effet, de faire une sorte de bilan. Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette expérience? Qu'est-ce qui ne me convenait pas? Est-ce que ça peut être en rapport avec les besoins que vous aviez, qui font que vos besoins, il y avait certains de vos besoins qui n'étaient pas assouvis, vous aviez certaines contrariétés, et en fait c'est ce qui est la cause de cette séparation. Ou bien peut-être qu'une séparation, en fait, vous pouvez très bien aussi vous causer, n'était pas en accord avec vos valeurs, n'était pas en accord avec qui vous êtes, avec ce à quoi vous aspirez, et en fait, c'est la source, vraiment le fondement de cette séparation. Donc c'est là où c'est super intéressant de se poser toutes ces questions parce que le but du jeu, c'est peut-être de ne pas réitérer en fait une expérience qui peut-être ne sera pas similaire, mais en tout cas qui va s'en rapprocher et de retomber, je dirais quelque part, dans des mêmes schémas, dans des mêmes déceptions, dans des mêmes stress, dans des mêmes contrariétés, et ce qui fait que de nouveau, on va arrêter la relation. Ok. Alors, par exemple, comme je vous l'ai cité déjà la semaine dernière, mais une personne qui avait une blessure d'abandon qui était très très profonde était dans cet autosabotage relationnel avec les personnes envers qui elle avait de l'affect. C'est-à-dire que euh, inconsciemment, elle avait tellement peur de ressouffrir à cause d'une séparation, à cause d'un abandon, d'un sentiment d'abandon inconscient, tout simplement qu'elle auto-sabotait, elle s'auto-sabotait dans ses relations amicales et sentimentales. Donc elle ne pouvait pas, quelque part, s'attacher aux autres. Elle ne pouvait pas longtemps, sur une période assez longue en tout cas, au bout d'un moment il fallait qu'elle rompe,
eh bien, elle ne pouvait pas, en fait, si vous voulez, avoir des relations trop profondes, trop intimes avec les personnes. Et, je dirais, ce que je vous propose là, ce soir, ben, c'est en effet, c'est que si vous-même vous êtes à l'initiative de certaines séparations, eh bien, c'est déjà de vous auto-analyser, de vous dire, ben, en effet, est-ce que je ne suis pas, est-ce que c'est bien moi qui contrôle, qui maîtrise cette séparation, ou est-ce que ce sont des peurs inconscientes, est-ce que ce sont des conditionnements inconscients qui peuvent faire que, ben, malheureusement, là, je viens de créer un premier scénario, un premier schéma, et ça risque de se répéter une fois, deux fois, trois fois. Parce que là, ce qui peut être intéressant, c'est que vous, d'une part, bah, vous n'allez pas forcément avancer beaucoup personnellement, c'est-à-dire qu'au niveau de votre développement personnel, bah, vous n'allez pas progresser. Mais justement, si vous ne progressez pas, bah, c'est que quelque part, il faut bien aller chercher en vous qu'est-ce qui fait que eh ben, vous avez une certaine répétition de schémas, de scénarios. Donc ça peut être des personnes tout simplement bah, qui vont toujours trouver le mauvais job, qui vont tomber sur le mauvais patron, qui vont tomber sur les mauvais collègues. Mais il n'y a pas de hasard souvent à vivre ce genre de situation. C'est qu'il y a certainement une partie en vous qui vient chercher ce genre de relation, qui vient chercher à créer en fait votre environnement de manière à ce que vous soyez confronté à ce type de personnage ou à ce type de relation. Par exemple, quelqu'un qui aurait eu un père très autoritaire et qui aujourd'hui ne supporte pas du tout l'autorité, eh bien peut-être que malgré lui, ou malgré elle, cette personne, eh bien va tomber assez souvent dans des mêmes schémas où le boulot va lui plaire, les collègues vont lui plaire, ou bien le patron, ça va très bien se passer avec lui, mais elle sera forcément confrontée, et ça ira l'impacter directement face à quelqu'un qui va être très autoritaire, qui peut être très fermé. Et inconsciemment, en fait, ça vient chercher ce schéma de je ne veux plus être confronté à ça. Alors c'est-à-dire que ça vient directement appuyer là où elle va avoir une zone super sensible, c'est-à-dire que pour elle, elle a des difficultés à supporter l'autorité, ou en tout cas une autorité à l'extrême, et elle va être énormément marquée par rapport à ça. Mais là, si on ne fait pas un travail sur soi, un travail d'introspection, si on ne se pose pas les bonnes questions, eh bien en effet, on sera toujours plus ou moins influencé par ce genre de personnes, et quel que soit l'endroit où on sera, bonsoir Azilise, quelle que soit l'expérience que l'on va vivre, il y a de fortes probabilités pour qu'on tombe à chaque fois sur quelqu'un qui va exprimer énormément d'autorité. Je vais juste faire une petite pause parce que voilà, j'ai El Gato Zorro qui se promène et qui vient me faire un petit coucou, donc c'est super, merci à toi. Tant qu'il ne monte pas sur la table, c'est bon. Donc, qui est intéressant de comprendre quand on arrive à de plus en plus à se connaître soi-même, c'est que lorsque vous rencontrez des personnes qui viennent vous déranger, qui vraiment vous dites bah non là cette personne-là je peux pas la supporter, je comprends pas pourquoi elle agit comme ça vient vraiment quelque part vous heurter, et bien c'est là où ça peut être très intéressant de faire un travail d'introspection, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vient vous faire en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui fait que, en fait, ça ne va pas matcher? Qu'est-ce qui fait que, en fait, eh bien, cette personne, elle vient vraiment appuyer là où ça vous dérange? Alors des fois, vous pouvez avoir les réponses, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bah oui, ça me rappelle ceci, ça me rappelle une mauvaise expérience, ok? Ça me rappelle quelque chose que j'ai mal vécu. Ou bien ça ne vous rappelle rien, et là, du coup, bah, c'est complètement inconscient. Eh bien, bonsoir Gabriella, ciao, en direct de la Vallée d'Aoste, en Italie. Et donc, si vous dites, ben oui, ça me rappelle ceci, ça me rappelle cela, ben c'est que justement, vous avez déjà vécu une expérience où il y a certains non-dits, des non-dits émotionnels, qui n'ont pas été exprimés, parce que évidemment ça s'appelle des non-dits, vous allez me dire, c'est normal, mais ces non-dits émotionnels, eh bien, sont venus engrammer en vous comme une sorte d'hypersensibilité, d'hyper-irritabilité à ce qui vous avait déjà contrarié à cette époque. Donc à ce moment-là, moi si j'ai un... Bonsoir Isabelle, je crois, Boubou. Donc à ce moment-là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est, en travail d'introspection, c'est de ressentir, eh bien, là, cette nouvelle expérience avec cette nouvelle personne qui ne vous correspond pas, qu'est-ce que ça vient faire dans votre corps physique? En fait, on sait que le mental peut être là parce qu'on va se dire, ouais, ça me stresse, ça me fait peur ou ça me met en colère, évidemment. Mais c'est d'écouter, hein, à la méthode Tipeee ou NERTI, c'est d'écouter ce que physiquement ça vient faire produire dans votre corps comme ressenti et d'écouter ces ressentis. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que bah,
d'une petite relation relativement anodine, eh bien peut-être que dans votre corps, vous avez carrément les boyaux qui sont serrés, vous avez le cœur qui se resserre, peut-être même ça vient vous appuyer sur les épaules, je ne sais pas, en fait vous pouvez avoir différents ressentis physiques, mais ça veut dire que c'est bien là, c'est bien programmé en vous. Et là, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est vraiment de faire un travail sur vous-même pour justement libérer ce que physiquement cela vous procure, de manière aussi à libérer votre hypersensibilité, votre hyper-irritabilité par rapport à ce type de personnage ou à ce type de situation. Donc, lorsque c'est vous qui êtes à l'initiative d'une séparation, eh bien, il y a peut-être tout un tas de choses à aller chercher, à aller fouiller pour savoir en effet qu'est-ce qui fait que je me suis senti mieux en me séparant de cette situation ou de cette personne, et pourquoi est-ce que je me suis séparé, pourquoi est-ce que j'ai quitté cet ancien univers dans lequel j'évoluais pour passer peut-être un nouveau, en tout cas en espérer un nouveau. Alors justement, il y a l'espoir qui peut rentrer en compte, en ligne de compte, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont arrêter certaines relations, quel que soit le domaine en fait, hein, mais c'est parce qu'elles ont des espoirs, c'est-à-dire que pour elles, en fait, eh bien, elles ne sont pas comblées et elles cherchent toujours mieux ailleurs. Eh bien, c'est peut-être que là, si vous êtes dans cette situation-là, si vous cherchez en permanence mieux ailleurs, que vous n'êtes jamais satisfait ou satisfaite de ce que vous avez, peut-être que vous avez un appétit insatiable, justement, par rapport à ce que vous recherchez. Et là, c'est pareil, ça peut être super intéressant, par un travail d'introspection, que vous lissiez, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Et là, un autre petit exercice, c'est vous dire, ok, donc par exemple, vous dites, ok, moi, je ne serai content ou contente que lorsque j'aurai mon chez moi, que je serai chez moi, là je suis locataire, ou voilà, je n'ai pas encore mon chez moi, et je serai vraiment épanoui que lorsque j'aurai mon chez moi. Ok. Et bien à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de décrire quel serait votre chez vous idéal quelque part. Qu'est-ce qui fait que vous seriez dans votre chez vous idéal? Et de vous imaginer, vous, dans ce chez vous idéal, de vous visualiser, et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Si vous vous sentez complètement épanoui, si vous vous sentez complètement accompli en étant dans votre chez vous, bon bah c'est que vous êtes dans le juste, c'est qu'en effet vous êtes à la recherche de votre chez vous idéal. Et par contre, il y en aura certainement une certaine quantité parmi vous qui va me dire, bah en fait, ouais, c'est vrai. Là, je me visualise, je m'imagine être dans et chez mon chez-moi idéal. Et il y a encore un truc qui me manque. Il y a un truc qui va pas. Et c'est là où on va aller chercher quelque chose. C'est-à-dire que euh, ce faux espoir que l'on peut avoir, cette fausse espérance que l'on peut avoir en se disant, ah, une fois que j'aurai atteint ceci, ou une fois que je serai avec tel job, avec telle personne, je serai épanoui. Et si vous faites la visualisation, la mentalisation de que ce soit réalisé, et que vous dites, ah ben non, en effet, là, quelque part, il y a encore un truc qui coince, je n'arrive pas à être complètement épanoui, alors c'est que vous êtes dans le faux. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. Ce qui justifie vraiment, c'est séparation, c'est autre chose. Il va falloir essayer de trouver quelle est cette autre chose, quel est ce vide intérieur que vous cherchez à combler et que vous n'arriverez peut-être jamais à combler tant que vous n'aurez pas pris conscience de ce que c'est. Sachant que ce vide intérieur, une fois de plus, bonsoir Laurence, ce vide intérieur, eh bien, il peut très bien être créé, il peut très bien être constitué en fait de vide intérieur inconscient en rapport avec votre enfance, ou bien ça peut très bien ne pas du tout vous appartenir. Vous pouvez très bien être en loyauté avec un parent qui lui n'a jamais réussi à obtenir quelque chose et qui quelque part a souhaité pour vous que vous réalisiez ce que lui il n'avait jamais pu réaliser. Hein, vous avez des parents qui par exemple peuvent vraiment souhaiter que, imaginons une maman qui est aide-soignante et puis qui se dit bah ouais moi j'ai fait aide-soignante bah parce que voilà j'avais pas forcément je ne me sentais pas capable de pouvoir faire infirmière, blessure de dévalorisation. En fait, c'est pas que la personne n'est pas capable, c'est que c'est elle a une perception de dévalorisation par rapport à elle, un manque d'estime d'elle. Je ne me sentais pas capable de pouvoir faire infirmière ou peut-être médecin, pourquoi pas. Et donc, je le souhaite pour mon enfant, en fait, qu'il soit infirmier, infirmière, ou qu'il soit médecin, en tout cas qu'il soit, je dirais, un échelon au-dessus au niveau du monde médical. C'est ce qu'on va appeler une injonction. C'est ce qu'on peut appeler Alors, on ne va pas atteindre le projet-sens par rapport à avoir un enfant, mais disons que ce souhait que va avoir le parent pour son enfant, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que son enfant le prenne pour lui, réellement. C'est-à-dire que c'est vraiment une information, et l'enfant va se dire, ah bah oui, moi, il va falloir
c'est une injonction venant du parent, il va falloir que je sois à ce niveau-là. Mais une fois que cet enfant aura fait ses études et sera par exemple infirmier ou infirmière, il ne sera pas assouvi dans ses souhaits à lui. Parce que ce n'est pas ce qu'il souhaite exactement pour lui, c'est qu'il répond à l'injonction de son parent. Donc c'est quelqu'un qui, en effet, là vous voyez, qui sera peut-être accompli d'une certaine manière dans sa vie professionnelle, mais qui ne le sera pas complètement puisqu'il ne répond pas à ce qu'il souhaite ou à ce qu'elle souhaite. Et si ça se trouve, ce qu'il souhaite ou qu'elle souhaite, ça n'a strictement rien à voir avec ce métier, avec cette profession, avec cette fonction, qui, je dirais, nécessite quand même un certain dévouement, et quand même qui est aussi, c'est pas juste faire des études et prendre soin des autres et les accompagner, c'est vraiment, alors c'est pas un sacerdoce, ça serait un peu fort, mais c'est vraiment, comment dire, un fort dévouement, il faut vraiment le sentir au fond de soi, quoi. Donc vous voyez, on peut avoir créer soi-même certaines séparations, mais il y a tout un tas de schémas différents qui très souvent sont inconscients, qui vont répondre à certains besoins qui ne sont pas assouvis, qui peuvent répondre à certaines injonctions, à certaines, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, espérances, et qu'il faut essayer d'analyser pour comprendre le pourquoi du comment. En plus de, si en effet vous quittez une certaine relation, un certain environnement, pourquoi est-ce que vous le quittez, quels sont les besoins qui n'ont pas été assouvis, ou pourquoi est-ce que ça vous a créé des stress et des colères, et c'est pour ça que vous quittez. Ça peut être un collègue, ça peut être un patron, une entreprise. Donc on peut très bien être acteur principal et réalisateur d'une séparation, et quelque part subir, sans s'en rendre compte, des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que ça va être son enfant, notre enfant, votre enfant, son enfant intérieur qui va s'exprimer, ou bien ce seront carrément des choses complètement extérieures, comme par exemple les injonctions. Ça, c'était pour le chapitre des personnes qui seront à l'origine d'une séparation. Maintenant, lorsqu'on subit une séparation, là, on n'est pas du tout dans le même paradigme, c'est-à-dire que l'énergie est complètement différente. Je vais pas forcément suivre le détail la description que je vous ai citée sur Facebook, parce que en fait je fais ce que je veux, c'est juste ça. Mais pour accéder à plus d'explications, on va prendre les différentes étapes du deuil. Je vais vous les citer, voilà, je les ai juste notées. En fait, lorsqu'il y a une séparation et qu'on ne s'y attend pas, et même quelque part si on s'y attend et qu'on ne la souhaite pas, il va y avoir un phénomène de choc, de sidération, c'est-à-dire que ça fait partie des émotions qui sont l'effet de surprise. Je ne m'y attendais pas. Ok ? Bonsoir Marine. Alors, Nathalie. Est-ce normal que quand on décide de prendre un chemin qu'on pense être le bon, mais d'être triste de la séparation associée, comment faire ce deuil? Alors ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'en effet, moi je dirais par rapport à ta question, si c'est plus... non, ça peut être par rapport à une relation amoureuse ou en effet une relation peut-être professionnelle ou autre. En fait, il y a plein de sortes. Mais il y a deux choses. Alors là, on va rentrer un peu... Alors, on est entre la psychologie et l'énergétique et tout ce qu'on veut. Il y a ce que le cœur peut dire, il y a ce que la raison peut dire, et il y a ce que votre âme peut dire. Ce sont vraiment trois choses différentes. C'est-à-dire que le cœur, c'est « ah », j'aspire à. C'est... il y a comme une sorte de résonance au niveau du cœur. Vraiment, ça me plaît, ça me nourrit sur le plan affectif. Ça, c'est une première chose. Il y a le mental qui peut dire, bah ouais, en fait, voilà, si je réfléchis bien, j'exagère, mais mathématiquement, ça et ça va, mais ça et ça va pas. Ah, il y a deux qui vont bien, trois qui vont pas, ok, hop, j'arrête la relation, ok. Et puis il y a votre âme, c'est-à-dire que plus vous allez être connecté à vous-même, plus vous pouvez être en fait vraiment à l'écoute de vous-même, mais ni le mental ni votre cœur, mais votre âme. C'est-à-dire, je vais aborder le sujet du chemin de vie, ce à quoi vous êtes destiné, ce à quoi ce pourquoi vous vivez et vous allez vivre. Et en fait, qui est-ce qui a raison entre les trois? Les trois ont raison. Mais si on se pose sur du long terme, ou sur
vraiment par rapport au développement de sa vie, ce qui nous convient réellement, ça va être l'âme qui va décider. Si je prends l'exemple d'une personne qui va... Alors Nathalie, ouais, ok. En fait, je lis les commentaires. Ok, bonsoir Emma, bonsoir Mickaël. Si on suit par exemple, on va parler de flammes jumelles. Imaginons, relation amoureuse, flamme jumelle. Imaginons une personne rencontre ce qu'on appelle sa flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est vraiment une symbiose des deux personnes. Mais en fait, presque tous les opposent. Alors je dis pas tout, mais c'est-à-dire que il y a une sorte d'amour énorme, c'est le cœur là qui parle là, c'est le cœur là qui parle là. Il y a vraiment une sorte d'amour très puissant qui va relier les deux personnes. Deux flammes jumelles, par exemple, c'est vraiment une relation d'amour très forte. Et si ça se trouve, tous les opposent. Il va y avoir un énorme écart d'âge. Si ça se trouve, les deux personnes ne sont même pas du même sexe. Si ça se trouve, les personnes ont des tempéraments complètement différents. Alors, tempérament complètement différent, là, du coup, c'est le mental qui peut agir. Ah bah oui, l'autre, il est plus égoïste. Ah bah oui, l'autre, il est trop avec ses copains. Ça me convient pas. Voilà, moi, je préfère le garder pour moi. En fait, il y a tout un tas de schémas qui peuvent se mettre en place. Donc, si on écoute les deux, soit la relation peut matcher un certain temps, parce que là c'est très puissant au niveau du cœur, au niveau de l'affectif, soit ben, ça va pas matcher longtemps. Mais si là je prends vraiment l'extrême par rapport aux flammes jumelles, mais c'est-à-dire que quelque part deux personnes qui sont flammes jumelles, eh ben, si elles ne sont pas faites pour être ensemble, vivre ensemble, c'est tout à fait normal, puisque dans cette vie-ci, elles ne sont pas faites, je dirais, pour vivre et avoir une relation amoureuse ensemble. Et c'est là où justement, ça peut être intéressant d'écouter son âme. Alors vous allez me dire, comment je fais pour écouter mon âme? Alors soit vous passez par des gens comme moi qui canalisent, ou d'autres personnes évidemment, soit vous avez cette capacité à vous écouter vous-même, donc là grâce à un travail personnel, grâce à des méditations, grâce à du recentrage, grâce à de l'ancrage, grâce à la connaissance de vous-même, grâce à tout un tas d'exercices que vous pouvez faire, c'est vraiment d'écouter ce qui vous convient le mieux. Et là généralement, votre âme va vous dire, non, quelque part, oui, tu as beaucoup d'affectifs, oui, et oui, cette personne peut t'énerver, ou cette personne, tu sens que elle te stresse ou elle te met en colère. Donc là, c'est vraiment le mental, c'est votre ego qui s'exprime. Mais en fait, quelque part, voilà, tu as une expérience à vivre avec elle ou pas, mais tu n'as plus rien à faire avec elle. Et là, justement, c'est là, par rapport à ta question, Estelle. En effet, il faut faire ce deuil par rapport à ça, c'est-à-dire reconnaître, aller chercher qu'est-ce qui vient nous travailler avec cette personne sur le plan affectif. Et là, je vais aller encore plus loin dans ce que je vous dis, parce que moi, c'est quasiment mon travail quotidien. On va parler de vie antérieure, de karma. Alors là, il y en a parmi vous, ça y est, ils vont changer. Ils vont arrêter la vidéo parce qu'ils vont se dire, l'autre, ça y est, il est complètement flyé. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités, d'ailleurs c'est même sûr, que la personne avec qui vous avez pu vivre une séparation et que vous avez un deuil à faire, et bien certainement que dans une ou des vies antérieures, vous avez pu vivre des événements très très forts entre vous, et soit c'est une répétition de ce karma, soit c'est l'opposé. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez des vrais ennemis, vous vous êtes tapé dessus, et puis dans cette vie-ci, vous êtes beaucoup aimé. Mais cette vie-ci, elle est conditionnée par toutes ces vies antérieures, donc ça peut être de faire un mea culpa avec les énergies des vies antérieures, de manière à être beaucoup plus neutre dans la relation actuelle. Moi, j'ai un exemple, par exemple, que je peux vous partager. Il y a une personne que j'ai rencontrée récemment et je me suis dit, quelque part, très très rapidement, je me suis dit, j'avais ce comportement de un peu tout lui donner. C'est-à-dire que je lui ai déroulé le tapis rouge. Puis je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que c'est... je veux bien être gentil avec les gens, mais là, c'est comme si vraiment, voilà, c'était open bar, vas-y, serre-toi, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à un petit travail d'introspection, eh bien, dans une vie antérieure, en fait, je me sentais coupable de la séparation. Et juste en rencontrant cette personne, eh bien, quelque part, dans cette vie-ci, pour réparer cette culpabilité, je lui déroule le tapis rouge. Voilà, aussi simplement que ça. Alors moi, j'en ai pris conscience parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même que ça m'arrive. Mais non, c'est tout à fait normal. Ok, donc du coup, j'ai compris le pourquoi du comment. Donc j'espère, Estelle, que je réponds à ta question. En effet, très souvent, un deuil, ce n'est pas facile à faire. Se faire accompagner par un praticien, un thérapeute, pour accélérer le deuil, c'est tout à fait faisable, possible. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire, parce que il y a des personnes qui ne font pas de deuil
Et à un moment, c'est plusieurs années plus tard, ça peut conditionner de la tristesse, des états dépressifs. Et peut-être que des fois, si c'est un deuil que l'on a subi, eh bien, il y a une colère qui est là, mais une colère qui n'a jamais été exprimée. Donc je reviens sur mes étapes du deuil, c'est donc première chose, ça peut être un choc, une sidération. La personne qui ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette rupture, cette séparation, eh bien, elle va forcément être dans une sorte de déni. Elle ne va pas vouloir accepter ce qui se passe. Elle va se dire, ben, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Puis il va y avoir cette période inévitable et nécessaire de colère, d'exprimer sa colère, sa blessure d'injustice, sa blessure d'irrespect. Tu ne me respectes pas dans cette séparation, je ne trouve pas cela juste. Là, il faut pouvoir évacuer sa colère pour ne pas engrammer, je dirais, ce qui peut en découler, puisqu'après, ça peut être une période de tristesse et de déception. Et si on n'arrive pas à vraiment complètement se libérer de la phase de colère pour passer complètement dans cette phase de tristesse, déception, là, généralement, c'est pas bon. Si on reste là-dessus pendant quelques temps, c'est-à-dire que le deuil n'est pas fait, n'est pas fini du tout, il reste bloqué là, on vit sa vie, du coup on va vivre d'autres expériences, que ce soit professionnelles, sentimentales ou autres, hein, évidemment. Mais en fait là, on va avoir un beau nœud émotionnel qui va être formé, un bel engramme inconscient, qui va vraiment, je dirais, qui peut vraiment nous pourrir l'existence pour toutes les autres relations qui peuvent suivre par la suite. C'est-à-dire que ça va nous conditionner à ne pas supporter certaines choses, certaines personnes. Donc, alors, moi je vous le dis parce que en séance avec les personnes qui me consultent, c'est presque du tous les jours. C'est-à-dire que je vais ressentir, il y a souvent des stress, mais des tristesses, des deuils qui n'ont pas été faits. On va aller chercher ce deuil. Je l'ai encore eu ce matin, une personne, je lui ai dit, bah ouais, tu vois, là il y avait un deuil que tu n'avais pas réussi à faire. Et c'est bon, ça a pris 5 minutes, quoi, hein, mais ça y est, c'est fait. Énergétiquement, la personne, elle en est complètement séparée, c'est fini, parce que ça faisait 7-8 ans qu'elle s'était complètement fermée à d'autres rencontres, et aussi complètement fermée à sa sexualité. Et quelque part, une personne qui... Je lui dis, bah ouais, parce qu'avant, ta sexualité, elle était épanouie, bah, elle me dit, oui, tout à fait. Mais donc, se couper de sa sexualité, bah, c'est se couper évidemment d'une partie de soi-même. Voilà. Et donc, bah, ça va revenir tout ça. Alors, je suis tombé sur des hommes qui avaient la phobie de s'engager, le regard des autres. Comment sortir de ce schéma infernal? J'allais justement poser une question des flammes jumelles. Car j'ai la sensation d'avoir eu ce genre de relation. Alors, si tu tombes... Donc déjà, t'es tombé, tu vois, pour toi, c'est violent. Alors qu'en fait, quelque part, le fait de dire je suis tombé sur des hommes, ça veut dire que ce sont des rencontres qui ne t'ont pas fait évoluer. Alors que si, tu reconnais que tu es tombé sur des hommes qui avaient la phobie de s'engager, du regard des autres. Ce qui peut être intéressant de te dire, c'est toi, t'es comment par rapport à ça? Est-ce que fondamentalement, t'as pas une petite peur de t'engager? Et est-ce que t'as pas aussi une petite peur en toi du regard des autres, du jugement que peuvent avoir les autres? Première chose, dans tous les cas, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, et quelle que soit la relation, elle est en partie votre propre miroir. C'est obligé qu'en elle, inconsciemment, vous reconnaissiez des parts de vous en l'autre. C'est obligé. Et c'est pour ça que justement on peut tomber amoureux d'une personne, c'est parce que inconsciemment, il y a cette énergie d'amour qui s'amplifie. En fait, être amoureux, c'est de l'amour des hommes qui avaient la phobie de s'engager, du regard des autres. Ce qui peut être intéressant de te dire, c'est toi, t'es comment par rapport à ça? Est-ce que fondamentalement, t'as pas une petite peur de t'engager? Et est-ce que t'as pas aussi une petite peur en toi du regard des autres, du jugement que peuvent avoir les autres? Première chose, dans tous les cas, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, et quelle que soit la relation, elle est en partie votre propre miroir. C'est obligé qu'en elle, inconsciemment, vous reconnaissiez des parts de vous en l'autre. C'est obligé. Et c'est pour ça que justement on peut tomber amoureux d'une personne, c'est parce que inconsciemment, il y a cette énergie d'amour qui s'amplifie. En fait, être amoureux, c'est de l'amour qu'on a pour soi-même au travers de l'autre. C'est pour ça que lorsqu'il y a une rupture de relation amoureuse, du coup on se déconnecte de l'amour qu'on a pour soi au travers de l'autre. Ça peut être que de la souffrance, ça peut être que ça. Parce que du coup, on se dit, bah ouais, mais je ne peux plus m'aimer au travers de l'autre. Au travers de ce regard, je voyais que l'autre m'aimait dans son regard. C'est très nourrissant.
Et si parmi vous, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux, qui manquent de confiance en eux et qui ont du mal à s'estimer, eh bien peut-être qu'au niveau de l'amour de soi, ça demanderait à accroître. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont chercher en l'autre un amour qu'elles ne reconnaissent pas en elles-mêmes. Est-ce que vous me suivez? J'espère. Donc c'est pour ça que l'amour de soi, c'est primordial, c'est vraiment une des choses à cultiver, c'est une des choses à aller chercher. Si on se dit non, je ne m'aime pas moi-même, eh ben à ce moment-là, il faut aller chercher, il faut aller le développer, ça se fait très bien aussi. Parce que généralement, si on ne s'aime pas soi-même, très souvent, c'est parce que papa, maman n'ont pas su nous valoriser, n'ont pas su nous transmettre beaucoup d'amour à une certaine période. C'est pas pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, c'est juste une perception qu'on a eue quand on était enfant. En fait, une perception comme si on n'avait pas été aimé. Et ça, l'enfant va l'intégrer, c'est pareil, de manière inconsciente, va lui créer un petit programme. Alors que si ça se trouve, ses parents étaient très très à son écoute, étaient énormément à lui donner beaucoup d'amour, mais l'enfant a pu ne pas se sentir aimé pendant une période, et c'est ce qui va conditionner son manque de confiance en lui. Donc si tu es tombé souvent sur les mêmes types d'hommes, de personnes, eh bien, écoute, regarde en toi, qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça. Est-ce que quelque part, est-ce que ce ne sont pas des hommes qui te correspondaient dans le sens que peut-être que toi aussi, de manière inconsciente ou consciente, avoir une relation durable, pérenne avec un homme, c'était peut-être pas aussi envisageable que ça, de vivre peut-être 20 ans, 30 ans avec la même personne. Est-ce qu'au fond de toi, tu y avais pensé? Est-ce qu'au fond de toi, c'était clair pour toi ou pas? En fait, voilà, ça peut être des questions à te poser. Si tu me dis oui, bah oui, moi de toute façon, je veux me marier et finir ma vie avec le même homme, ok, bah c'est qu'il y a sûrement autre chose. Après, je sais pas, ça dépend vraiment de chaque personne, évidemment, mais pour qu'on tombe vraiment sur, à chaque fois, comme tu dis, sur plusieurs fois les mêmes personnes, tu n'es pas tombé, c'est qu'elles sont là pour mettre en lumière une partie de toi qui, justement, va sûrement t'empêcher de pouvoir t'accomplir pleinement. Alors c'est là où j'en rejoins le truc de le cœur, le mental, l'esprit et l'âme. En fait, quelque part, peut-être que toi, en âme et conscience, tu veux avoir une relation durable, pérenne avec un homme. Mais par contre, peut-être qu'au niveau du cœur, t'es pas prête à ça. Peut-être que t'es pas prête à ouvrir ton cœur à un homme, ou alors peut-être que tu as ouvert ton cœur à beaucoup d'hommes, et puis malheureusement, ce sont eux qui sont partis et ils t'ont brisé le cœur, entre guillemets, quoi. Bien sûr, on va pas te briser le cœur physiquement, mais il y a cette expression qui dit briser le cœur. Mais peut-être que le signal d'alarme, c'est peut-être que tu as eu tendance à ouvrir ton cœur trop facilement à certaines personnes sans forcément, tu vois, peut-être t'écouter ou tu as tout donné d'un seul coup et t'as peut-être pas permis à la personne de prendre toute sa place et de lui permettre de s'exprimer. Il y a plein de scénarios possibles. Je pourrais pas tous les citer parce qu'ils vont pas tous me dire à l'esprit, mais et c'est juste pour vous dire que chaque histoire est différente. Mais là non plus, il n'y aura pas de hasard. Il y a quelque chose en fait qui n'est pas cohérent entre ce que tu souhaites et ce qui t'arrive, ce qui se passe dans ta vie. Après, des relations avec les flammes jumelles, je pense pas qu'on en ait 50 dans une vie, mais c'est des relations très très puissantes. Ouais. Donc, le développé que je vous proposais ce soir, c'est pourquoi la séparation, revivre après une séparation, mieux vivre une séparation, pouvoir faire le deuil, et pourquoi un état dépressif. Donc le deuil, j'en reviens dessus parce que après une séparation, quelque part, qu'on soit à l'initiative de la séparation ou qu'on subisse une séparation, il faut pouvoir faire ce deuil. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont vivre une séparation, qui vont s'y être préparées longtemps à l'avance parce que elles ont déjà fait quelque part toutes ces étapes avant la rupture. Donc en fait, le jour où elles se séparent, pour elles, ça y est, toutes les phases de deuil étaient passées, elles peuvent passer à autre chose. Mais c'est plutôt rare, quoi. Donc mieux vivre une séparation, dans tous les cas, il y a les différentes phases du deuil à aborder, à passer et à s'en libérer pour pouvoir du coup, ce qu'on appelle la dernière ultime étape, c'est la reconstruction. Je pars sur de nouvelles bases. J'ai pris conscience de ce qui s'était passé, j'ai pris conscience de qui j'étais, de ce que j'avais vécu, et maintenant je vais pouvoir évoluer, avancer, quitte à faire un travail sur soi. Évidemment, c'est ça le truc. C'est-à-dire que si vous prenez conscience que, ma mère n'a jamais été heureuse en couple, elle s'est séparée, elle n'est jamais tombée sur les belles personnes qu'elle espérait. Voilà, j'ai eu plusieurs beaux-pères, ok.
Et puis vous, en fait, inconsciemment, c'est soit vous avez peur de reproduire le même schéma maternel, soit ça vous est complètement égal, on est d'accord, mais très souvent, la relation avec la mère peut être très forte, avec le père aussi évidemment, mais la relation avec la mère est quand même différente, puisque au départ, c'est la maman qui nourrit l'enfant, donc il y a un lien, un cordon qui est quand même, à mon avis, hein, voilà, c'est mon avis, qui n'engage que moi, qui est plus fort avec la mère qu'avec le père, par rapport à la vie. Et donc, ça peut être super intéressant de comprendre que son fonctionnement, est-ce qu'il est calé sur la vie qu'a pu avoir la maman, ou est-ce qu'on va chercher à faire complètement l'opposé? Dans tous les cas, il est conditionné par rapport à ce qu'on perçoit de la vie de sa mère. Et là, c'est pareil, c'est de se libérer de ce truc-là, parce qu'en fait, quelque part, qu'on s'y oppose ou qu'on s'y colle, on ne répond pas à sa propre vie. On est conditionné par rapport à la vie de sa mère. Donc c'est un travail qui peut être à faire aussi. Au final, il faut rester seul et apprendre à vivre seul, on finira toujours par souffrir. Ah bah Sophie, ok, bah, après c'est ton avis. Si toi en effet tu aimes vivre seul et que tu dois apprendre à vivre seul, donc on finira toujours par souffrir. Alors est-ce que tu finiras par souffrir en étant seul ou à deux? Moi je ne sais pas. Ça dépend vraiment de ce à quoi tu aspires en fait. C'est ça le truc. Justement, si pour toi, que tu sois seul ou en couple, ou à 3, ou à 4, ou à 5, tu es voué à souffrir, je pense pas que tu sois venu sur Terre pour souffrir. Je peux que répondre à ça. Si c'est ta version, je l'entends. Mais pour moi, une personne qui vient sur Terre n'est pas là, n'a pas une mission de vie qui est de souffrir. Elle est là pour vivre des expériences, pour la faire évoluer. Voilà ce que je peux te répondre. Ça fait 8 mois que je suis séparé, je n'arrive toujours pas à accepter cette situation, je souffre énormément. Et pour moi, bah, je suppose que c'est compliqué. Bah, écoute Sophie, tu peux me contacter sur mon mail, on en discute. Si c'est une relation amoureuse, en fait, il peut y avoir cette notion d'attachement. Alors l'attachement, bah, je vous le dis, c'est bien pourri. C'est-à-dire que même des fois, on peut ne plus avoir d'amour pour la personne, mais il y a un lien d'attachement. Et ça, il faut s'en libérer. Parce qu'en fait, ce lien d'attachement, tant qu'il est là, bah, d'une part, ça va vous empêcher de vous ouvrir à d'autres relations et même de vous ouvrir à vous-même parce que ça crée une certaine dépendance soit à la relation, soit à la personne. Donc, à mon avis, pour que ça fasse 8 mois, c'est qu'il y a des liens très forts qui te relient encore à cette personne. Et là, c'est en faisant un travail personnel. Tout seul, c'est très compliqué. Alors, vous avez ce qu'on appelle les petits bonhommes d'allumettes de Jacques Martel. Vous pouvez le voir sur YouTube. Hein. C'est très simple à faire. C'est des dessins à faire en conscience. Ça peut être une première étape, mais ça fera pas tout. Mais ça peut déjà diminuer la tension qu'il peut y avoir. Ok ? Petite question, ça n'est pas un peu étrange de faire confiance trop facilement? Alors, alors, tu vas me dire, ça va être faire confiance en l'autre. Ah bah tout dépend en fait pour moi si bah, j'ai essayé tout ça, Sophie, oui, mais t'as dû faire du bonhomme d'allumette, mais t'as pas fait du Grégory Pelletier. C'est là, Sophie, t'as pas fait du Grégory Pelletier pour te libérer de cette relation dont t'arrives pas à t'en sortir depuis 8 mois. C'est obligé. Parce que si tu fais du Grégory Pelletier, là, il va se passer des trucs. Et là, je te le dis, je te le garantis sur facture, je peux te le marquer noir sur blanc. Si, en fait, imaginons, Sophie, tu me consultes, tu me dis, voilà, ça fait 8 mois, je galère, je veux passer à une autre vie. Donc ta demande, ça va être, je souhaite vivre une vie épanouie, une vie amoureuse épanouie, mais en fait, quelque part, une vie épanouie tout court, première chose, et évidemment, si tu peux le vivre, avoir une vie amoureuse épanouie, on est d'accord. Bah, je vais d'abord tester, savoir si, par rapport à ta demande, tu es 100% OK avec ta demande. Parce que si ça se trouve, inconsciemment, tu es dans de l'auto-sabotage qui fait que tu n'as pas envie de vivre une vie amoureuse épanouie, tout ça, pour une raison X ou Y, j'en sais rien, ça va être inconscient, ça va être karmique, ça va être tout ce qu'on veut, tu réponds à un schéma de ta mère, dont ton père, j'en sais rien. Mais première chose, première étape, c'est te ramener à du 100% avec ta demande. Paf, première chose. Donc déjà, il y a des libérations qui vont se faire. Et après, on va travailler ton rapport aux hommes, ton rapport avec cette relation-là. Peut-être que tu as eu d'autres relations qui t'ont blessé. Eh bien, on va aller chercher tout ça. Puis on va aller chercher ce qui conditionne tout ça. Voilà, par exemple. Bah ouais, faire du Grégory Pelletier, quoi, c'est...
Bah, venez en séance avec moi, vous allez voir que vous n'allez pas trouver ça partout, chez tous les thérapeutes. On fait du Grégory Pelletier quand on est avec Grégory Pelletier. Voilà. Euh, Est-ce que c'est normal de faire confiance facilement tant que t'en souffres pas? Si c'est dans ta nature, moi je te dirais que oui. En fait, si tu fais confiance que à des gens qui te conviennent, si tu fais confiance que à des personnes qui t'apportent des choses bénéfiques, qui ne te font pas souffrir, qui te font grandir, bah franchement, ne change pas. Continue de faire confiance à ce genre de personnes. Donc là, pour moi, ça serait tout à fait normal. Et tant mieux pour toi, t'es dans le juste. Mais alors, c'est génial. Tu peux pas être mieux, t'es au top du top. Par contre, si tu me dis, bah, je fais confiance aux gens et je me fais trahir tous les matins, je ressens de l'injustice et tout ça, ah, bah là, du coup, on n'est plus du tout dans le même scénario. Ça veut dire que quelque part, bah, tu vas aller chercher ces gens-là et en effet, c'est pas de l'auto-sabotage, mais presque, quoi. Tu vas vraiment être dans une configuration complètement différente. Donc là, bah, on va aller chercher. Pourquoi est-ce que, en effet, tu fais confiance à des personnes à qui tu ne devrais jamais faire confiance, hein, qui peuvent te manipuler, te trahir, etc., etc. Donc voilà, il y a les deux. Pour moi, il y a les deux. Donc, si j'en reviens à revivre après une séparation, donc j'insiste, il y a les différentes phases du deuil à faire, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la séparation. Il y a des personnes qui, quelque part, à l'extrême en fait, ne vont jamais souhaiter faire cette phase de deuil, c'est-à-dire qu'elles vont préférer rester dans un état dépressif, et ça existe, elles vont préférer en fait rester dans un mal-être. Parce que quelque part, ben, là c'est pareil, il y a quelque chose qui les conditionne à ne pas être heureuses dans la vie, à ne pas pouvoir s'épanouir. Donc là, ces personnes-là, ben, ça va être compliqué pour elles de prendre du recul et de se dire, ben, je veux aller mieux, puisqu'en effet, c'est ce qui va les nourrir. Donc il peut très bien y avoir une dépendance, alors dépendance à la souffrance, c'est un peu compliqué, mais ça va être des addictions à des culpabilités, des addictions au stress. Euh, je ne sais pas si ça existe, l'addiction à la tristesse, mais en fait, c'est ce qui vient nourrir inconsciemment la personne. Tout ce qui est addiction au stress, ou culpabilité, c'est vraiment une programmation inconsciente qui fait que la personne, inconsciemment, va chercher en permanence, en tout cas va très souvent se culpabiliser ou va créer des situations stressantes parce que ça va être son carburant, ça va être son moteur. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres Facebook Live. Mais donc il faut vraiment se déprogrammer de ça parce que une personne qui est addicte au stress, eh bien, elle va créer des situations stressantes parce que c'est ce qui la nourrit, c'est son carburant pour son moteur. Mais ce qu'il y a, c'est que si c'est quelqu'un qui fait exprès, inconsciemment, d'être tout le temps en retard parce que ça la stresse, bah, socialement parlant, ça va être un peu compliqué parce qu'elle va être la risée des autres personnes ou elle peut se faire très mal voir. Et ce sont aussi des personnes qui vont dépenser énormément d'énergie parce qu'elles sont en retard, parce qu'elles font pas ce qu'il faut, parce qu'il faut qu'elles refassent 2 ou 3 fois les mêmes choses, parce qu'en fait, le fait de déstresser, c'est ce qui leur fait du bien inconsciemment. Donc en fait, c'est des personnes qui peuvent carrément s'épuiser dans ce qu'elles font ou dans ce qu'elles ne font pas. Donc c'est pour ça, tout ce genre d'addiction, on peut s'en rendre compte ou pas, mais c'est de prendre du recul et de s'en libérer évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'en viens à la phase de dépression. Vous avez des personnes qui, suite à une séparation, vont être dans un état dépressif. Alors c'est là où je vais enchaîner sur ce qu'on appelle du décodage biologique des maladies. C'est-à-dire qu'en décodage biologique des maladies, on va très très bien expliquer l'état dépressif. En fait, en fonction de qui on est, vous allez avoir des personnes qui, lorsqu'il va y avoir ce qu'on appelle une perte de territoire, donc c'est un conflit de territoire, perte de territoire, donc ça peut être une perte de territoire matérielle, sentimentale, quelqu'un qui par exemple se fait voler sa voiture, ou bien perd sa voiture dans un accident de voiture, ou bien sa voiture elle est morte parce que le moteur a lâché, les réparations coûteront plus cher que de changer de voiture. Et bien là vous voyez, donc il y a plein de situations différentes, mais une perte de territoire peut entraîner chez une personne un état dépressif. C'est-à-dire qu'on a des zones au niveau du cerveau, hein, on va capter notre environnement en permanence, on est sensible à notre environnement en permanence, mais tout ce qui est notion de territoire, c'est vraiment quelque chose qui va venir nous choquer très très violemment, surtout lorsqu'il y a des contrariétés dans le territoire, lorsqu'il y a des conflits de territoire, lorsqu'il y a des pertes de territoire. Et pour certaines personnes, un conflit dans le territoire, une perte de territoire peut entraîner non pas un état dépressif, mais un état maniaque.
on est carrément dans l'opposé. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. Là, je vais plutôt vous parler de l'état dépressif, puisque, en fait, tant que cette personne, l'état dépressif, c'est qu'elle est restée bloquée dans ses phases de deuil, il y a un moment, elle n'arrive pas à accéder à cette résignation, à cette acceptation de la perte de territoire. Elle reste complètement bloquée là. Et là où c'est intéressant, c'est que généralement, on n'est pas dépressif par hasard. La dépression, ça va venir à cause d'une perte de territoire, mais ça peut très bien être conditionné parce qu'on a eu un ou des parents qui avaient déjà un état dépressif. Ça peut être des grands-parents, en fait, on peut être en loyauté avec des ancêtres. On va aller chercher dans la généalogie, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet état dépressif. Et lorsque je parle de perte de territoire, là s'ouvre la porte de ce qu'on appelle le jumeau perdu. Alors il y en a parmi vous à qui ça va parler tout de suite, qui ont déjà ces notions-là, puis il y en a d'autres, de quoi est-ce qu'ils veulent me parler? En fait, en fonction des théories qui existent, moi j'adhère plutôt à celle-ci, on est 80% des êtres vivants à être nés, qui sont nés seuls, mais qui à un moment, dans le ventre de leur mère, ont eu un jumeau. C'est-à-dire qu'on était deux dans le ventre de notre mère. Et vous allez me dire, ça y est, je commence à comprendre. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y en a qu'un seul qui est né, puis l'autre, il est parti. Ouais, c'est ça. Donc cet autre jumeau, généralement, n'a jamais été vu à aucune échographie, puisque je crois que la première échographie se fait à 3 mois. Et en fonction de la génération, quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, en fait, il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas le savoir. Mais donc, inconsciemment, qu'est-ce qui va se passer pour la personne? La plupart du temps, la relation dans le ventre de la maman, entre la personne et son jumeau était une relation fusionnelle. C'était quelque chose de très très fort, quoi. C'est-à-dire que c'était deux êtres vivants qui ont décidé de s'incarner au même moment, en même temps, dans la même personne, avec les mêmes parents. Ça fait des liens très très forts, et là, sur le plan affectif, ici, là, au niveau du cœur, c'est vraiment très puissant, quoi. Sauf que ce jumeau, il y a un moment, il a décidé de partir. Et là, la personne peut très bien avoir ressenti une blessure d'abandon, peut ressentir de l'injustice, pourquoi t'es parti et pas moi, pourquoi tu m'as laissé tout seul. Mais là, peut se conditionner la perte de territoire. Vous me suivez? Perte de territoire affectif, c'était mon âme sœur, entre grosses guillemets, c'était mon âme sœur. Bah oui, on était tous les deux au même endroit à vivre ensemble. Et donc, plus tard, dans la vie de la personne, des séparations peuvent être vécues de manière très 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 dramatique par celui qui a survécu, parce que inconsciemment, ça le replonge dans cette blessure de séparation qu'il a eu avec son jumeau. Donc tout simplement, la dépression est conditionnée, parce qu'un état dépressif, ça fait pas semblant, c'est quand même quelque chose qui peut vous emmener très 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 profondément au niveau du moral, au niveau de l'état d'âme. Mais donc, cette dépression peut très bien ne vient pas comme ça par hasard, c'est pas juste la perte de territoire qui fait que la personne va être dépressive, c'est qu'elle est conditionnée. Et si c'est par le jumeau perdu, il va d'abord falloir commencer à rétablir en fait cette connexion, de rétablir, je dirais, de refaire un mea culpa avec cette séparation. Donc évidemment, ça se fait très bien en séance, puisque en constellation familiale et systémique, pour les personnes qui connaissent, puis pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir, mais on va incarner ce jumeau avec la personne, et puis là, il va y avoir un échange de verbalisation, il va y avoir un échange d'émotions qui va se faire, de manière à ce que s'il y a des colères, des contrariétés, des blessures, tout ça, tous ces non-dits émotionnels qu'ont pu vivre les fœtus, qu'ont pu vivre les embryons même, parce que peut-être que ce jumeau n'a vécu qu'une semaine ou que 3 jours, hein. En fait, tous ces non-dits vont pouvoir être verbalisés. La personne qui est vivante va pouvoir se séparer de toutes ces énergies, parce que en fait, le deuil n'a jamais pu être fait, puisqu'il n'a jamais été vécu, ressenti, et c'est impossible pour l'enfant. Et à ce moment-là, ça va déconditionner la personne de son état dépressif, si l'origine vient de là, évidemment. Donc, le deuil, c'est super important, et la phase de dépression, une personne peut très bien avoir un état dépressif sans être dépressive. C'est-à-dire que c'est une sorte de mélancolie, de nostalgie que la personne va avoir en permanence. Ça fait partie des symptômes de la blessure avec le jumeau, par exemple. Et puis là où je peux aller encore plus loin dans la notion, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ordre de fratrie, de son ordre de naissance, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais là c'est encore sorti, c'était lors d'une constellation familiale en groupe que j'ai faite à Chaland en Vendée l'autre semaine.
Eh bien, les personnes ne le savaient pas. Alors, et c'est marrant parce que je leur demande, est-ce que au niveau de l'ordre de fratrie, t'es numéro combien? Elles me disent première, parce que c'était des femmes. Puis je leur dis, bah non, il y en a eu un avant toi. Bah, ça, c'est la magie des constellations. Mais du coup, ça, la personne, en fait, elle était en loyauté avec cet enfant qui n'est jamais né. Et peut-être que la maman n'a jamais su qu'elle avait été enceinte, parce qu'en effet, si je pose la question à la personne, elle va me dire, bah non, il n'y a pas eu de fausse couche, il n'y a pas eu d'IVG, mais reconnu, déclaré, dont la maman aura pu s'apercevoir. Mais en fait, une femme peut très bien tomber enceinte euh, juste quelques jours. Et puis en fait, ben voilà, ça va partir au moment des règles. En fait, ça va faire un caillot de sang un peu plus gros. Ok, ben c'est ça qui va partir. Mais en fait, il y avait bien eu un moment une fécondation. Et ben justement, cette fécondation, euh, dans la mémoire inconsciente des êtres vivants, dans, je dirais, énergétiquement, l'enfant qui viendra par la suite et qui naîtra, lui, inconsciemment, sait et il sera en loyauté avec cet enfant non né, avec tout ce que ça peut entraîner, des blessures, moi j'appelle ça des blessures d'inexistence. C'est-à-dire que l'autre n'a pas vécu, il n'a pas pu vivre, et donc celui qui existe capte cette blessure d'inexistence. Je n'ai pas eu le droit de vivre, ou je n'ai pas le droit de vivre, ou j'aurais aimé vivre et je n'ai pas pu le faire. Et ça c'est pareil, ça peut très bien entraîner des états nostalgiques, mélancoliques, et favoriser des dépressions, tout simplement parce qu'il y a cette notion d'existence qui est là, ou en tout cas d'inexistence qui peut être présente chez la personne. Voilà, bon, j'espère que je rentre pas trop dans des trucs compliqués, que ça reste clair pour vous. Mais en tout cas, je vous partage que je vais trouver avec les personnes qui me consultent parce que ça vient vraiment les influencer, les percuter de plein fouet. C'est juste énorme. Et comment dire, quand la personne se libère de ça, c'est je suis, comme j'ai dit ce week-end en constellation à Nantes, d'un seul coup, on est à Bisounoursland. La paix s'installe, je m'ancre, je reviens à moi, et elle se sent beaucoup mieux, quoi. C'est juste énorme, quoi. C'est que ça fait pas semblant, quoi. C'est-à-dire que, eh bien, c'est comme si d'un seul coup tout se posait, elle pose ses bagages, elle pose ses valises là qui l'empêchaient d'avancer, qui l'empêchaient de vivre, et du coup elle peut vraiment, l'horizon se dégage pour elle, quoi. Donc voilà, revivre ou vivre après une séparation, c'est pas forcément simple. Euh, Ça demande un peu de temps. Comment dire? Il faut prendre le temps justement de se poser et d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive pour ne pas réitérer les mêmes schémas, pour pouvoir avancer dans sa vie, et sachant qu'un deuil euh, peut se vivre en accéléré. Ça, c'est important de le savoir aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de dramatique dans sa vie qu'on va mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à s'en remettre. Ça peut être beaucoup, ça peut, je dis pas que ça va à chaque fois, mais ça peut être beaucoup plus rapide. Moi, par exemple, j'ai vécu un deuil, ça va faire 20 ans maintenant, où j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, mais ça fait 20 ans. En fait, j'ai perdu un oncle qui m'était vraiment très cher, et ce deuil, j'ai mis je sais pas combien de mois, pour ne pas dire d'années, avant de pouvoir vraiment aller mieux, ne plus être dans ce petit état dépressif dans lequel je pouvais être, de ne pas être dans cette tristesse, parce que je ne m'en étais toujours pas remis quelque part, quoi. Donc la tristesse, ça vient après la colère, après beaucoup de choses, mais avant de pouvoir accepter que l'autre est parti, que c'était injuste parce que c'était à cause de pathologie, c'était à cause, en effet, il a eu un cancer, je dirais, qui s'est généralisé, et c'est ça qui l'a tué quelque part. Eh bien, c'était injuste parce que cette personne ne méritait pas de partir. Hein. Quelque part, personne ne mérite de partir, à part, en effet, des personnes qui l'ont décidé parce qu'elles sont âgées et que pour elles n'ont plus rien à faire sur Terre, parce qu'elles ont vécu ce qu'elles avaient à vivre. Donc là, en effet, si c'est leur souhait, eh bien, je leur souhaite de partir comme elles le souhaitent, sans souffrance et dans les meilleures conditions. Mais il est bien évident qu'une personne qui part à 40, 50 ou 60 ans, que ce soit pour vous ou pour moi, c'est trop tôt, quoi. Ça va pas, il y a un truc qui cloche, quoi. C'est injuste, c'est pas juste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la notion d'injustice peut vraiment être très forte, et c'est ce qui va déclencher de la colère en nous. Mais donc,
pourquoi est-ce qu'un deuil peut être très compliqué? Pourquoi est-ce que se remettre d'une séparation peut être très compliqué? Ben, généralement, c'est pas la séparation en elle-même. Quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas la séparation en elle-même qui vous fait autant souffrir. C'est qu'est-ce qui s'est passé en amont? Qu'est-ce qui conditionne cet état de souffrance? Pourquoi est-ce que vous allez avoir autant de difficultés à revivre après une séparation, alors que d'autres personnes qui vivraient la même situation s'en remettraient beaucoup plus rapidement? Mais donc généralement, lorsqu'on a un événement qui vient nous percuter de plein fouet, d'une, il n'y a pas de hasard, de deux, pourquoi est-ce que ça nous émeut, pourquoi est-ce que ça vient autant nous chambouler, de trois, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est quasiment obligé. C'est parce qu'il y avait tout un tas de conditionnements, il y avait tout un tas de paramètres, d'éléments qui ont fait que ça vient carrément vous renverser. Vous avez des personnes qui, par exemple, du jour au lendemain, se font licencier de leur entreprise. Elles ne s'y attendaient pas. Alors c'est arrivé avec une de mes clientes, et elle, du coup, ça s'est somatisé assez fortement puisqu'elle a fait un cancer au niveau de l'hypophyse. Tumeur au niveau de l'hypophyse. La pathologie qui en a découlé, c'est de l'acromégalie. L'acromégalie, c'est augmentation, là le nez qui devient plus large, le menton plus large, les mains qui deviennent plus grosses. En une séance, c'était réglé. On est allé chercher l'origine émotionnelle. Mais pourquoi est-ce que cette personne, lors de son licenciement, qui n'était pas justifié à ses yeux, pourquoi est-ce que cette personne a développé après cette pathologie? Eh bien tout simplement parce qu'au départ, c'est une personne qui ne sait pas se défendre, qui n'osait pas et qui ne pouvait pas se défendre parce qu'elle avait des blessures d'impuissance, elle portait en elle des blessures d'humiliation qui dataient de son enfance, et c'est une personne qui ne faisait pas de bruit, qui manquait énormément de confiance en elle. Et son manque de confiance en elle et en fait toutes ces dévalorisations qu'elle portait, elle ne les portait pas seule, elle portait ça depuis plusieurs générations dans le clan féminin. Donc là, il n'y avait pas de hasard. Est-ce que son licenciement, que je qualifierais d'abusif, vienne vraiment à la percuter de plein fouet? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait tous ces petits ces boulets qui étaient attachés les uns derrière les autres, qu'elle traînait. Et là, son licenciement est venu réveiller tout ça et a créé sa pathologie. Alors, ces boulets, c'était quoi? Première chose, les ancêtres, les femmes ancêtres qui qui portaient cette énergie de manque de confiance en elles, qui ne pouvaient pas s'épanouir, c'est-à-dire que c'était dans des temps où c'était vraiment patriarcal, c'est-à-dire que c'était l'homme qui gouvernait, et je pense que le terme est assez juste, c'était l'homme qui gouvernait à la maison, c'était l'homme qui avait une emprise sur la femme. Jusqu'en 68, les femmes n'avaient pas le droit de vote. En fait, si vous vous intéressez un minimum sur l'évolution des femmes en France et à travers le monde, je peux vous dire que la vie des femmes il y a juste 100 ans, ça n'a rien à voir avec la vie des femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui, si elle le souhaite et si elle le peut, évidemment, elle peut vivre complètement épanouie dans toutes ses sphères de vie. Il y a 100 ans, je ne pense pas que c'était aussi faisable, et en tout cas, une personne qui avait... Est-ce que pour une femme, il y a 100 ans, c'était envisageable d'être épanouie? Juste ça. Est-ce qu'une femme, il y a 100 ans, c'était normal qu'une femme, il y a 100 ans, puisse se dire « moi, je veux vivre heureuse et épanouie ». Si ça se trouve, dans sa conception de vie, c'était même impensable, c'était le truc, non. Si ça se trouve, les femmes, il y a 100 ans, c'était « je vais essayer de fonder un foyer avec un mari, qui soit, j'espère, le plus bon possible ». Et puis évidemment, il n'y a pas de moyen de contraception, donc je vais faire comme ma mère qui a eu 5, 6 ou 10 enfants, eh bien je vais avoir beaucoup d'enfants. Comprenez le truc, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, vous les femmes, eh bien vous n'aviez pas du tout la même espérance de développement personnel, d'épanouissement personnel. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Et c'est ce à quoi j'espère que vous allez tendre, évidemment. Alors, Anita, contre mon ex-mari, lors de ma séparation, en revanche, beaucoup de colère face aux réactions de la famille. Tu crois que j'ai raté une étape? Oui. C'est obligé. En fait, par rapport à ce que tu dis, c'est par rapport à ton ex-belle-famille, oui, que tu as eu de la colère. Ouais. Symboliquement, si c'est pas envers ton ex-mari, c'est envers ton ex-belle-famille. Donc, tu ne t'es pas que séparé de ton ex-mari, tu t'es séparé de ce qu'on appelle le système. Vous étiez en couple, et
le système, bah, c'est qu'est-ce qui gravite autour de vous. Alors, il peut y avoir les enfants, il peut y avoir les amis, il peut y avoir la famille, la belle famille. Oui, ta propre famille. Mais donc, en fait, cette colère, bah, elle est rattachée, en même temps, en effet, à ta famille qui ne t'a pas permis de retrouver ta vraie place, du choix que tu avais fait par rapport à la séparation. Et c'est sûr que la colère, bah, ça peut venir cimenter, verrouiller d'autres contrariétés, d'autres stress, d'autres ressentis. Donc ça, en effet, il faut essayer et réussir à s'en séparer. Aujourd'hui, le comportement de ta famille fait que ils ne te respectent pas et que tu peux toujours ressentir de la colère. C'est plus ça le truc. C'est-à-dire que c'est pas comme si l'expérience avait été vécue et elle est passée. Je peux passer à autre chose. C'est pas aussi simple que ça. C'est que toi, quelque part, tu baignes toujours dans cet état où on ne me respecte pas, où tu sens qu'il y a encore des non-dits, enfin des choses qui te sont cachées. Et ça, en effet, bah, c'est quelque part, c'est difficile à supporter et à vivre. Donc moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu baignes encore dans cette énergie de... Bah, parce que les gens font partie de ta vie. C'est ça le truc. Maintenant, en effet, en faisant un travail, mais si tu veux, quand on s'est vu, tu étais plutôt dans du down et je t'ai fait remonter, quoi. Donc après, bah, c'est en effet en faisant un travail d'évolution personnelle pour pouvoir prendre le maximum de recul par rapport à toutes ces personnes qui peuvent te faire ressentir de la colère, ou en tout cas où tu ne te sens pas ou pas suffisamment respecté, où tu sens qu'il y a des non-dits. Ah bah ouais, c'est vraiment de pouvoir remonter son estime, remonter son amour propre de manière à pouvoir vraiment prendre complètement du recul et se dire que je n'ai plus à attendre quoi que ce soit de ces personnes, je n'ai pas besoin de leur avis, je n'ai pas besoin de leur aval, je n'ai pas besoin de leur soutien pour vivre. C'est ça le truc. Ils sont neutres par rapport à moi. Je n'ai pas besoin d'eux pour être heureux, je n'ai pas besoin d'eux pour m'épanouir, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est ta famille. Il y a toujours une sorte de, entre guillemets, dépendance affective par rapport à ces gens-là. C'est-à-dire que peut-être que tu attends un minimum de reconnaissance de leur part, et chose que tu n'arrives pas à avoir. Ok? Bon, je pense qu'on pourrait développer pendant un certain temps, mais bon, j'espère que j'ai répondu à une partie de tes questions. L'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que un événement qui vient vous percuter de plein fouet, d'une, il n'arrive pas par hasard, et de deux, il est forcément conditionné par des éléments dont vous n'avez pas conscience, par des éléments dont vous n'avez pas connaissance, et parce que c'est complètement inconscient. Alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Voilà, j'ai une personne aujourd'hui qui vient me consulter parce que cancer du foie. Cancer du foie, c'est la peur de manquer. Sauf que, donc, il y a quelques années, elle avait fait un premier cancer, elle avait déjà eu des métastases au niveau du foie et des os, mais ils se sont dit, je vous invite à faire le testament pour votre fils, parce que là, vous n'en avez pas pour très longtemps. Voilà, il y a certains, je dis pas tous, mais il y a certains oncologues, c'est le discours qu'ils vont tenir à leurs patients. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ça fait quand même 8 ans et elle est toujours en vie. Vous comprenez le truc? Il y a quand même un truc qui va pas là. Bref, donc, il lui avait dit, voilà, vous avez des métastases au foie, elle avait un autre cancer, d'autres métastases aux os, ok, toc. Aujourd'hui, elle est toujours en vie, elle va très bien, si ce n'est que, suite à des examens, ils ont trouvé qu'au niveau du foie, il y avait un développement cellulaire cancéreux, donc no good, on est d'accord. Je lui dis, ouais, le foie, c'est la peur de manquer. Alors on est allé chercher cette peur de manquer. Et en fait, elle n'est pas conditionnée parce qu'elle a peur de manquer aujourd'hui de quoi que ce soit. Aujourd'hui, elle n'a pas peur de manquer d'argent, elle n'a pas peur de manquer de temps, elle n'a pas peur de manquer de nourriture, elle n'a pas peur de manquer de plein de choses. Juste ça. Par contre, il y a quelques années, lorsque son mari a eu un grave accident et qu'il a failli perdre son boulot, c'est là où s'est conditionné sa peur de manquer. C'est-à-dire que dans sa tête, ça a été « j'ai peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants ». Peur de manquer. Parce que si son mari, elle avait un cancer, donc ne travaillant plus, son mari risque de perdre son boulot, donc au niveau financier, ça allait être la Bérésina, eh bien, à ce moment-là, il y a quelques années, c'est conditionné sa peur de manquer. Ok? Et puis, chemin faisant, ça va mieux, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui ressort? Métastase au niveau du foie, et ça s'expande plus. Et bien là, il n'y a pas de hasard, c'est qu'aujourd'hui, elle vit de nouveau une situation difficile depuis quelques mois, et ça vient rappeler, c'est-à-dire que la situation qu'elle vit de manière difficile aujourd'hui, c'est l'arbre, ok?
Donc en effet, tu ressens une peur de manquer aujourd'hui qui est très légère, qui ne justifie pas un cancer au niveau du foie, qui est très légère. Mais c'est venu chercher la forêt où il y a quelques années, son mari a eu son accident et là, elle a vraiment ressenti une énorme peur de manquer. En fait, c'est ça l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que les symptômes qu'on peut avoir aujourd'hui sont des symptômes, mais ils sont programmés, conditionnés, très 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 souvent, 9 fois sur 10, 9,9 fois sur 10, par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. En fait, on a le programmant dans le passé et le déclenchant dans le présent ou dans ce qui est le plus proche. Ok? J'espère que Valérie, j'ai répondu à ta question. Je vais finir là parce que ça fait un peu plus d'une heure. Là, j'ai la machine à pipelette là, qui a bien fonctionné. Merci à toutes, merci à tous. Mon site internet c'est boostez-vous.fr, b2os-vous.fr. Mon mail c'est contact@gp44@gmail.com. Une excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Et puis j'espère que d'ici là, vous allez passer une excellente semaine. Et en tout cas, à très bientôt. Merci à vous pour votre écoute. Je vous embrasse très fort. À bientôt.